Bonjour, ou plutôt bonsoir, et bienvenue à ce nouvel épisode, j'allais dire, de Cyril Malka son divan. Ça va être le dernier webinaire avant les vacances, c'est-à-dire que je vais arrêter les webinaires jusqu'au mois de septembre. Donc, bon, si vous avez toujours des idées, des envies, ou si vous avez besoin de quelque chose, si vous pensez qu'un sujet pourrait vous intéresser, vous pouvez toujours m'écrire pendant la période d'été, mais il n'y aura pas de webinaire avant au plus tôt le mois de septembre. Alors, comme dernier sujet, j'ai choisi de parler, en fin de compte, de la rumeur. En fin de compte, c'est pas quelque chose que j'ai choisi, mais c'est un sujet qui m'a été proposé par Stéphane. Et puis, en fin de compte, je me suis dit que c'était quelque chose quand même d'assez intéressant. C'est plus dans le domaine de la psychologie sociale plutôt que de la psychologie cognitive et personnelle. Mais en ces temps de Facebook, Twitter, etc., etc., les rumeurs, c'est devenu quand même quelque chose de plus important dans notre quotidien qu'on pourrait le penser. Et surtout dans ces temps d'information, pas mal de personnes se posent la question en se disant mais qu'est-ce qui fait que les rumeurs ont eu un renouveau? Qu'est-ce qui fait que c'est aussi intéressant que ça? Et qu'en fin de compte, que dans ces temps d'information, on puisse croire à des choses pareilles. Régulièrement, on peut voir même des hommes politiques se faire piéger par des rumeurs qui ont été mises en route ou par des sites satiriques ou par d'autres raisons. Mais en fin de compte, apparemment, on se laisse toujours piéger par ce genre de choses. Pourquoi? Qu'est-ce qu'une rumeur? Et qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne aussi bien? Alors, avant tout, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle donc Cyril Malka, je suis psy cognitif et comportemental et hypnothérapeute. Et ça fait quand même quelques années que je suis sur le web, ça fait un peu plus de 20 ans. Mais sans ça, si vous voulez en savoir plus sur moi, vous pouvez aller sur mon site internet, mon site principal, qui est malka.fr. Et puis là, vous pouvez voir, il y a tout un chapitre qui m'est consacré, qui est où est Cyril Malka, et là, vous pourrez en savoir plus sur qui je suis. Revenons maintenant au sujet qui nous intéresse, et c'est donc ces fameuses rumeurs. Dans le mail que j'ai envoyé pour parler de ce webinaire, j'ai parlé de 3 rumeurs qui sont en route en ce moment. Et donc, je vais commencer par elles pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. Alors, la première rumeur, c'était que, comme on peut voir ici sur la photo même, et comme on peut trouver cette photo un petit peu partout sur le net, Ikea, la grande branche suédoise de meubles, etc., aurait fait un couteau qui s'appelle Susmabit. Vous remarquerez que sur le A, il y a un petit rond. En fin de compte, c'est parce que ce n'est pas un A, mais c'est une lettre qui doit être prononcée comme un O. Donc en fin de compte, ça devrait être Susmobit, ce qui est déjà un peu moins rigolo. Et bien entendu, ça c'est un faux. Si vous observez la photo qu'on peut trouver un peu partout sur le net, vous remarquerez que les 2 premières lettres, S et U, sont faites dans une autre police que le reste du nom. En fin de compte, le couteau s'appelle Smobit. Donc encore une fois, avec le A, avec le rond au-dessus. Et ce qui veut dire en fin de compte petit morceau. Ça n'a absolument rien à voir avec l'appendice masculin. Deuxième rumeur, c'est que le citron, ça serait le remède ultime contre le cancer, 10 000 fois plus puissant que la chimiothérapie. Et donc, vous avez peut-être reçu ce mail, ou vous l'avez peut-être vu sur Facebook, etc., avec donc un lien vers quelque chose qui s'appelle Health Science Institute. Quand on reçoit ce genre de message, quel qu'il soit, de toute façon, si quelqu'un vous parle de Microsoft qui a fait tel et tel nouveau truc, ou le nouveau virus dont Kaspersky en parle, c'est très facile d'aller sur le site de Microsoft ou sur le site de Kaspersky et de vérifier si l'information est exacte. Ou en tout cas d'aller voir un petit peu, quand on parle de telle ou telle université, d'aller voir un petit peu ce qu'il en est de cette université.
Et par exemple, donc j'ai été faire un tour sur Health Science Institute. Et apparemment, la personne qui gère cet institut est une certaine Jenny Thompson, qui n'a absolument rien à voir avec, qui n'a absolument aucune connaissance dans ce qui est du domaine du cancer. Elle a, d'après son CV, absolument aucun diplôme dans le domaine ni de la médecine ni de la santé. Et la seule chose qu'elle fait quelque part, c'est qu'elle vous fait signer sur une liste et puis que vous pouvez recevoir certains de ses produits. Elle commence par vous donner un livre gratuit de 34 pages qui vous donne la solution du cancer, rien que ça. Et vous vous imaginez bien que si un tel remède existait pour de vrai, ce serait beaucoup plus connu, beaucoup mieux connu que tout simplement une page sur Internet qui vous raconte un petit peu des bobards. Si le jus de citron était vraiment... Bon, c'est très sain, hein, attention, c'est très bon. Mais si ça avait vraiment été le remède contre le cancer, c'est quelque chose qu'on saurait. Et enfin, la dernière rumeur dont j'avais parlé, c'était ce pauvre chien qui avait été brûlé sur toute la tête en sortant sa famille d'un incendie. Et donc, si on voulait aider ce pauvre chien, on pouvait faire un like et dans ce cas-là, la personne qui avait la page internet ferait une prière et puis si on partageait, il en ferait 10. En fin de compte, le chien n'est pas brûlé, c'est une tranche de jambon qu'il a sur la tête. Et en fin de compte, ça a récolté plus de 60 000 j'aime et ça a été partagé quand même plus de 125 000 fois. Ça par contre, c'est pas une rumeur, c'est un fait. Et là, on voit, c'est un petit peu le même genre de truc que vous pouvez voir aussi sur Facebook où les gens vous disent, ben voilà, ce pauvre enfant qui souffre du cancer, faites un like pour une prière. Si vous ne faites pas un partage, c'est que vous êtes vraiment un chien, avec une tranche de jambon. En fin de compte, tout ça, c'est un système de marketing parce que plus les gens récoltent de likes et de partages, après, ils changent la page et puis ils la vendent. Parce que c'est une page qui a été likée pas mal de fois, avec des articles, avec beaucoup d'activités. Et dans ce cas-là, après, c'est revendu à des spammers ou à des gens qui vendent des produits différents. Donc, quand vous voyez des trucs de ce genre-là, ou un peu des trucs du genre, si vous voulez gagner ce iPhone, il vous suffit de faire ceci, cela, et ben généralement, c'est ce but. Fin de compte, les trois exemples que je viens de prendre, si on y réfléchit un peu, on sait parfaitement quelque part que c'est pas vrai, que c'est une rumeur. Néanmoins, c'est quand même quelque chose qui est partagé, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de succès. Et ça peut aller très 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 loin. Dans les années 90, fin des années 90, il y avait une boisson, un soda, qui vient d'une marque qui s'appelle Tropical Fantasy Soda Pop. Et une rumeur a commencé à sortir à propos de ce soda qui disait que c'était le propriétaire de cette marque était le Ku Klux Klan et qu'ils avaient mis à l'intérieur de cette boisson différents trucs chimiques qui faisaient en fin de compte, qui rendaient stériles les hommes noirs. Déjà, c'est assez fort comme truc de pouvoir... Cette exacte même rumeur, d'ailleurs, a paru il y a encore quelques années dans les territoires gérés par l'autorité palestinienne, comme quoi les Israéliens mélangeaient aussi certains trucs dans les boissons qui rendaient les Arabes comme seules personnes stériles également. Donc c'est une vieille rumeur, c'est un vieux principe. Mais là, ça a quand même été loin parce que les ventes de boissons de cette entreprise, de Tropical Fantasy Soda, a quand même chuté de 70%. Et il y a eu même des cas où les camions qui contenaient ce soda ont été attaqués, ont été vidés, enfin bref. Donc, les gens peuvent croire à des rumeurs et les rumeurs peuvent aller très, très, très loin et peuvent vraiment détruire totalement des entreprises et des personnes. Alors, avant tout, qu'est-ce que c'est qu'une rumeur? Qu'est-ce qui fait... Enfin, quand on parle d'une rumeur, qu'est-ce que c'est? Quels sont les éléments qui composent une rumeur? Comment peut-on dire que quelque chose est une rumeur? Alors, la définition simple de la rumeur, il y a quatre points importants qui font que quelque chose est une rumeur. La première des choses, il faut que ce soit une déclaration ou plusieurs déclarations d'une ou plusieurs informations.
C'est-à-dire que seulement de donner votre opinion sur quelque chose, seulement de parler sur quelque chose où vous êtes d'accord ou pas d'accord, ça n'est pas une rumeur. Il faut que ce soit fait ou que ce soit donné ou que ce soit déclaré comme étant une information. Ensuite, il faut qu'une rumeur, elle soit en circulation. C'est-à-dire que si vous voulez démarrer une rumeur qui dit que, par exemple, la Lune n'existe pas, c'est une rumeur qui existe, par contre. Si vous ne le dites à personne, si vous ne faites pas de vidéo YouTube, si vous n'écrivez pas d'articles, enfin, bref, si vous le gardez pour vous, ce n'est pas en circulation, donc ça n'est pas une rumeur. Pour que ce soit une rumeur, il faut que ce soit en circulation dans un groupe plus ou moins important de personnes. Ensuite, ces informations, cette déclaration ou ces déclarations d'information, elles ne sont pas vérifiées, elles ne sont pas vérifiables au moment où elles sont données. C'est-à-dire que si, par exemple, à une réunion au travail, je dis que Eric et Daniel ont eu un bébé, même si, par exemple, Daniel et Eric ont mis une photo de leur bébé sur Facebook, c'est une information qui est vérifiée, donc ce n'est pas une rumeur. Il faut qu'au moment où, en tout cas, on reçoive cette rumeur, elle ne soit pas vérifiée ou elle ne soit pas vérifiable. À partir du moment où vous rentrez chez vous, vous pouvez vérifier que c'est vrai ou faux, c'est plus une rumeur. Enfin, il faut que ce soit ce qu'on appelle en psychologie, il faut que ce soit instrumentalement pertinent. C'est-à-dire qu'il faut que ça ait une importance quelconque. Il faut que ce soit quelque chose qui soit relié à quelque chose d'important ou quelque chose qui existe. Il ne faut pas confondre une rumeur avec ce qu'on appelle des potins ou des ragots ou encore des légendes urbaines. Là, bon, il y a des articles, il y a des études qui ont été faites là-dessus, je ne vais pas en parler maintenant, mais en gros, on pourra dire que les potins ou les ragots, déjà, ce sont des informations qui peuvent parfaitement être vérifiables et qui ne sont donc, pour cette seule raison, ne sont pas des rumeurs. Et les potins, ça va plutôt être quelque chose que l'on va dire pour avoir une influence sur la vie d'une autre personne éventuellement, ou pour se conforter dans une certaine façon de penser. Et c'est surtout aussi quelque chose qu'on fait un petit peu comme passe-temps. Ça ne va pas très profondément et ça reste quand même relativement superficiel. Là, un potin ou un ragot, ça va être, tu as vu un tel sort avec un tel, etc., etc. Ce sont des ragots. Et ce sont des informations qui sont généralement vérifiables. Les légendes urbaines, en fin de compte, on devrait plutôt les appeler des légendes actuelles ou des légendes modernes. Parce que urbaine, ce qu'on veut dire par urbaine, ça ne veut pas dire que ça arrive dans des villes par rapport à des champs, mais c'est pour faire une différence entre les légendes actuelles, les légendes contemporaines, et les légendes folkloriques qui datent d'il y a plusieurs siècles éventuellement. Donc c'est plutôt pour donner une idée de modernité, plutôt que de donner une idée de ville ou de champ ou de ce que vous voulez. Les légendes urbaines, ça va plutôt être une histoire avec un début et une fin, et quelque chose que l'on va raconter pour donner une idée ou pour donner une compréhension ou pour donner une leçon de morale, si on veut dire ça comme ça, à certaines personnes. Ça veut être quelque chose qu'on va utiliser pour imager un récit ou pour renforcer une idée ou quelque chose que l'on veut communiquer. Par exemple, vous connaissez sûrement cette légende urbaine qui veut que c'est un monsieur. Alors, généralement, ça commence toujours par « c'est l'ami d'un ami » ou « c'est un ami qui m'a raconté ça et ça lui est arrivé à un de ses copains ». C'est jamais quelque chose qui vous est arrivé à vous-même. Et c'est très rarement quelque chose qui est arrivé à un ami. C'est généralement l'ami d'un ami. Et par exemple, il y a cette légende urbaine, alors il y en a beaucoup, mais il y a cette légende urbaine de ce monsieur qui se réveille un matin et c'est son anniversaire et tout le monde l'a oublié à la maison, les enfants, sa femme, tout le monde n'avait rien de spécial, enfin bref, tout le monde fait un petit peu comme tous les jours. Donc il est triste, etc. Et il va au travail, et puis sa secrétaire, comme la seule personne, même au travail, il s'en rappelle pas, mais sa secrétaire, comme la seule personne,
s'en souvient, lui donne un petit cadeau qu'il touche beaucoup, et donc il lui parle, etc. Puis après, donc la secrétaire, elle l'invite à aller chez elle, ce qu'il fait donc. Et puis donc ils prennent un verre ensemble, et puis elle lui dit à un moment donné, écoute, je vais me mettre à l'aise, etc. Donc toi, mets-toi à l'aise. Et puis elle sort se changer. Et donc elle sort, et puis elle est prête, et donc elle l'appelle. Et alors lui, il s'est mis à poil entre-temps pour se mettre à l'aise. Et donc il ouvre la porte, et là, il y a toute sa famille, les collègues de bureau, etc. etc. Et la morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas tromper sa femme, même quand on croit savoir quelque part qu'elle a oublié son anniversaire ou qu'elle a fait un oubli, etc. Donc, les légendes urbaines, ça va être une histoire avec un début, une fin, etc. Et puis généralement une morale qui va être plus ou moins consciente et plus ou moins décrite. Pour ce qui est de la rumeur, qu'est-ce qui fait que les rumeurs fonctionnent bien et pourquoi est-ce que ces rumeurs tiennent le coup quelque part? Et comment se fait-il qu'elles existent quelque part? Quand et pourquoi ces rumeurs existent? Il y a 6 points importants qui vont expliquer pourquoi les rumeurs sont comme elles le sont et pourquoi, quelque part, elles sont toujours retransmises au XXIe siècle et seront sûrement retransmises au XXII et au XXIIIe siècle. Il y a très peu de travail psychologique qui a été fait sur les rumeurs. Il y a quelques livres qui sont sortis dans les années 90, et puis après ça a été un petit peu oublié. Mais maintenant, elles sont en train de revenir à la mode parce que, justement, les rumeurs elles-mêmes reviennent à la mode avec le développement de ces fameux réseaux sociaux. Première chose importante pour une rumeur, et pour qu'une rumeur survive, et la raison pour laquelle elle est là, c'est lorsqu'il y a une certaine incertitude. Et ça, c'est l'une des raisons, vraiment, une des raisons clés des rumeurs. Nous faisons des rumeurs, nous les faisons naître lorsque nous avons une incertitude par rapport à quelque chose qui arrive, ou qui peut arriver, ou qui va arriver, ou qui est arrivé. Lorsque, quelque part, on ne peut plus expliquer le monde, on ne peut plus expliquer ce qui se passe, eh ben, on va démarrer une rumeur pour pouvoir nous replacer, dira-t-on, dans l'environnement. Il y a eu une expérience qui a été faite en 1955 à l'époque, où des chercheurs avaient, sans avertissement aucun, enlevé, ou enfin fait disparaître, si on dit ça comme ça, un enfant d'une salle de classe. C'est-à-dire qu'un jour, ce petit enfant, il est rentré chez lui, et puis après, il n'a plus réapparu à l'école sans aucune raison. Il n'y avait pas de raison ni des parents, ni de quoi que ce soit, l'enfant avait tout simplement disparu. Alors bien entendu, l'école était au courant de ce qui se passait, il ne faut pas déconner non plus, mais personne d'autre ne savait ce qui se passait, c'était un gros point d'interrogation, c'était une grande incertitude. Eh bien, les rumeurs ont commencé à apparaître dans différentes salles de classe, dans différentes explications, pour pouvoir donner une explication à quelque chose qu'on n'expliquait pas, à quelque chose qui paraissait mystérieux, qui paraissait sans explication, et les êtres humains, quelque part, ne peuvent pas être sans explication, on est totalement paumé. Et donc, lorsqu'il y a une telle incertitude, eh ben, on a un risque de créer une rumeur pour expliquer cette incertitude. Deuxième chose importante, c'est lorsqu'il y a une forme d'angoisse. Lorsque les gens qui ont une tendance à angoisser vont avoir plus de risques de démarrer une rumeur que d'autres. Et lorsqu'il y a quelque chose qui nous angoisse, eh ben on va avoir une plus grande facilité à répéter et à faire partir certaines rumeurs ou à les utiliser ou à les réutiliser. Là aussi, il y a une expérience qui avait été faite, justement, c'était un petit peu plus tard, ça devait être dans les années 60, où les chercheurs avaient pris 2 groupes de personnes et ils devaient passer un examen. Et l'un des groupes, les chercheurs les avaient angoissés par rapport à cet examen, l'importance, les résultats, etc. etc. Et l'autre groupe, ils ne les avaient pas angoissés du tout. Et il s'est avéré donc que pour se débarrasser de cette angoisse, quelque part, eh ben, les gens ont commencé à perpétrer certaines rumeurs et à disperser certaines rumeurs
pour se réconforter. La rumeur, ça peut être réconfortant. Là, peut voir aussi que ça a une relation donc, avec le premier point dont je viens de parler. Mais lorsqu'il y a angoisse, donc pour se rassurer, on va plus facilement tomber dans le trou de la rumeur. On parle aussi de rumeur lorsque l'information a une importance. Alors, il faut que ça ait une importance pour nous, bien entendu. C'est-à-dire que si je balance si quelqu'un que je ne connais pas ou que je connais que peu parle d'une rumeur qu'il y a sur son lieu de travail et que moi je travaille avec quelque chose de tout à fait autre, ça ne va pas m'intéresser. Il faut que l'information ait une certaine importance pour les personnes qui vont l'écouter, qui vont l'entendre et qui vont la propager. Point numéro 4, les personnes en question croient l'information. Il faut qu'ils la croient. C'est-à-dire que si la rumeur est vraiment trop abracadabrante, on ne va pas la propager. On n'est quand même pas bête. Il faut que l'information, ce soit quelque chose que l'on croit. Et là est l'un des pièges. Lorsque j'ai parlé de certains politiciens qui avaient propagé des rumeurs, et ben là, c'est parce que eux, du fait où ils croient un petit peu le pire chez l'autre, eh ben, ils peuvent avoir une tendance à perpétrer ou à renvoyer une information qui n'est pas vérifiée, etc., qui est fausse et qui n'est qu'une rumeur. Ensuite, on va participer à la propagation d'une rumeur lorsque notre image est améliorée. Alors ça peut être parce qu'on a certaines informations que d'autres n'ont pas, c'est parce qu'on a un savoir que d'autres n'ont pas, et c'est parce que très souvent, le plus souvent, ça va être par rapport à des informations qui vont améliorer un groupe de personnes, le groupe duquel je fais partie généralement, plutôt qu'un groupe qui nous est opposé ou un autre groupe de personnes. Donc si une information peut améliorer, une rumeur peut améliorer mon image ou peut améliorer l'image du groupe auquel j'appartiens, je vais plus facilement faire vivre et alimenter cette rumeur. Comme un point que j'ai en fin de compte oublié et qui est important, ça c'est surtout par rapport au point numéro 2 où il y a des cas d'angoisse, on a remarqué que les rumeurs négatives se propageaient beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite et à beaucoup plus de personnes que les rumeurs positives qui parlent de choses agréables. Généralement, les gens vont plutôt partager des rumeurs de choses de catastrophes ou de choses négatives, dangereuses, etc., plutôt que d'autres. C'est un genre d'exorcisme, si on veut dire ça comme ça. Et enfin, on va propager une rumeur lorsque ça va booster notre statut social. Lorsque on va être, dira-t-on, au centre de certaines informations et que cela va me donner une importance par rapport à mes amis sur Facebook, à mes amis sur ceci, à mes amis sur cela. Donc, plutôt que de chercher, prendre le temps à travailler certaines informations, je vais plutôt partager des rumeurs parce que c'est plus facile. On a remarqué aussi au travers de certaines études que, en fin de compte, les personnes qui propagent beaucoup de rumeurs vont propager certaines rumeurs avec certains groupes de personnes et certaines autres avec certains autres groupes de personnes. En fin de compte, on ne va pas partager n'importe quelle rumeur avec n'importe qui. On va se baser sur ce qui va me donner le plus de statut social par rapport à un tel ou une telle. Donc, ce qui va l'impressionner le plus, ça va être la rumeur que l'on va propager le plus. Voilà, c'était en gros la rumeur. Qu'est-ce que c'est qu'une rumeur et pourquoi elle se propage aussi facilement. Et puis, pour l'arrêter, il suffit, dira-t-on, de commencer à être conscient des choses que l'on est en train de propager, de vérifier les informations et de ne pas renvoyer d'informations qui ne sont pas vérifiées, et puis surtout de ne pas être naïf. Voilà, c'était tout pour cette fois, c'était tout pour cette saison. Je vous retrouve donc au mois de septembre. Si vous avez des questions, si vous avez envie que je prenne certains sujets, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail à cyril@malka.fr et je vous retrouve donc au mois de septembre. Bonne soirée, bonnes vacances, au revoir.